Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau cycle de séminaire Big Ideas, Big Name in IP. Ce cycle, nous le devons à notre collègue et ami, le professeur Pierre-Emmanuel Moïse, professeur de droit privé à l'université de McGill à Montréal. Il l'a initié il y a quelques semaines de cela, lors de son séjour de recherche ici au CEPI. Comme son nom l'indique, ce cycle de séminaire est une tribune pour des personnalités afin d'échanger sur la propriété intellectuelle, sur leur vision de la matière ou encore sur l'avenir de celle-ci. Si l'on pense en premier lieu aux personnalités du monde de la propriété intellectuelle, ce nouveau cycle de séminaire n'a pas vocation à s'en tenir là. En effet, la propriété intellectuelle n'a pas vocation à intéresser que ses experts. Il s'agit d'une matière incontournable, intimement liée à l'innovation, avec les brevets, les dessins et modèles, liée à la création, avec le droit d'auteur, aux consommateurs, on pense au droit des signes distinctifs, et plus généralement à notre économie. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler que la propriété intellectuelle constitue toujours un volet de taille, parfois même source de crispation, dans tous les traités de libre-échange. Rappelons également qu'il est désormais important d'envisager la matière de manière plus globale et plus particulièrement comme un outil, certes complexe, au service de tous afin de nous aider face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et je pense ici à la crise sanitaire ou bien encore au changement climatique. C'est pourquoi nous ne nous interdirons pas, bien au contraire, de tenter de dialoguer avec des personnalités, je dirais même plus avec des décideurs sur ces thématiques, afin de tenter de mettre la propriété intellectuelle au centre des débats. C'est dans cette logique que s'inscrit le séminaire d'aujourd'hui. En effet, nous avons la chance, je devrais plutôt dire l'insigne honneur, de recevoir le ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. David Lametti, fonction qu'il occupe depuis 2019. Avant de se lancer en politique et avant d'être élu en 2015 comme député dans une circonscription de Montréal, le ministre Lametti a été professeur agrégé à la prestigieuse université McGill, et ce pendant près de 20 ans. Il a pu enseigner à cette occasion la philosophie du droit et la propriété intellectuelle. Il est d'ailleurs le cofondateur du CIPP, le Centre des politiques de propriété intellectuelle. Monsieur le ministre, avant de vous céder la parole, permettez-moi de chaleureusement vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Ces quelques mots ne sont toutefois pas assez forts et ne permettent pas de refléter l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous aimerions au CEPI pouvoir développer une telle proximité avec nos hommes politiques, avec nos ministres, avec les décideurs, afin de pouvoir échanger sur les thématiques qui nous sont chères. Formons le vœu pieux que votre disponibilité soit source d'inspiration. Je m'en tiendrai à ces quelques mots et je vous cède sans plus attendre la parole. Encore merci et très bon séminaire à tous. Merci Yann, merci Pierre-Emmanuel pour m'avoir invité de présenter ce matin. Effectivement, je vais vous parler vraiment de la gouvernance, ce qu'on appelait la gouvernance. Il y a une époque où on a encadré les cours de propriété intellectuelle à McGill, moi et Richard Gould, sous vraiment la parapluie de la gouvernance. C'était une autre époque. J'avais des cheveux et Pierre-Emmanuel avait un sens d'humour. Et les deux ont changé, évidemment. Je commence en vous remerciant et en vous donnant les qualifications. Évidemment, je parle en mon nom personnel aujourd'hui. Donc, je ne représente pas le gouvernement du Canada. Ni le département de la justice. Donc, mais je vais vous parler vraiment des défis de quelqu'un dans la politique, justement pour réagir aux big ideas, comme vous avez dit. Donc, c'est vraiment la gestion des big ideas et comment le faire ou bien comment poser des questions pour le faire. Dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe. Vous venez, Yann, de citer les changements climatiques et la crise sanitaire. Et ça a eu un impact et on a dû réagir dans le monde de la propriété intellectuelle, justement. Donc, on a encore les défis traditionnels avec la propriété intellectuelle en se posant les questions de base. Qu'est-ce que c'est? Donc, évidemment, il y a des branches traditionnelles, le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce, l'information confidentielle, ainsi de suite. Et des changements technologiques qui arrivent, ainsi que les changements
dans la politique mondiale. Et donc, c'est une métrique qui est assez complexe de comprendre et de gérer. Et même la question de base, on a toujours mal compris les différences entre les catégories de propriété intellectuelle. Et souvent, dans une même catégorie, comme le droit d'auteur ou les brevets, on a souvent oublié des aspects. Pensons à la crise sanitaire. À un moment donné, on avait tous réagi en promouvant les brevets ou le développement d'un vaccin ou des vaccins basés sur des technologies différentes. Mais à un moment donné, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir des licences obligatoires? Et la question au Canada est oui. Ça fait partie de la loi, mais c'était quelque chose qui était pas caché, mais c'était pas quelque chose que tout le monde avait envisagé au début comme une option. Et finalement, on ne l'a pas employé, mais il fallait expliquer quand même la possibilité d'avoir une licence obligatoire. La propriété intellectuelle est devenue normale. Il y a une certaine aisance maintenant avec le fait de la propriété intellectuelle, même si on ne comprend pas nécessairement les catégories ou même si on ne comprend pas les implications ou bien l'interaction entre les catégories. Mais quand même, c'est cité tout le temps dans les accords de libre-échange, dans les politiques d'innovation et dans d'autres politiques. Et donc, il y a vraiment un sens que la propriété intellectuelle est partout, en tout temps. Et donc, il faudrait réagir ainsi. C'est intéressant qu'on parle encore ou on conçoit encore la propriété intellectuelle comme une forme de propriété. J'ai toujours milité pour une telle position, non parce que j'ai été axé sur les droits de la propriété intellectuelle, mais plutôt sur un équilibre entre les droits et les obligations de la propriété en soi. Donc, soit la propriété traditionnelle, soit la propriété intellectuelle. J'ai toujours postulé qu'il fallait comprendre les droits et les obligations dans les deux cas. Maintenant, on a un mouvement international qui voudrait comprendre la propriété traditionnelle avec les obligations et non seulement les droits. Et donc, je crois que le monde est revenu à ma façon de penser. Désolé pour ma voix ce matin, c'est encore très tôt au Canada pour une personne dans la politique. Il y a encore évidemment des enjeux substantiels. La relation entre la propriété intellectuelle et la technologie, la propriété intellectuelle et le monde numérique. Il y a toujours des nouveautés qui arrivent. On parle des NFT maintenant en anglais, non-fungible, les non-fungibles. Donc, les petits morceaux de blockchain qui identifient un morceau d'un film. Donc, on a le cas de Quentin Tarantino maintenant avec son film Pulp Fiction, où il voudrait vendre des NFTs qui identifient ses notes dans vraiment son propre texte du film. Et donc, ce sera un atout qu'il voudrait vendre. Et donc, il y a une question de la propriété là-dedans, la propriété intellectuelle là-dedans, avec Miramax, qui est le propriétaire des droits intellectuels du film. Comment gérer? On ne comprend pas encore la réponse, mais il y a tout le temps quelque chose avec des technologies qui sont en train de changer. Donc, comment
moi, en tant que législateur et en tant que ministre, comment réagir, comment développer les normes? Évidemment, on a l'encadrement des systèmes, des systèmes ou des familles de droit, soit la common law ou la tradition anglo-américaine, soit le droit civil, la tradition européenne, si on veut. Évidemment, on a les accords internationaux comme les traités de l'OMPI. On a les traités de libre-échange, soit multilatérales comme le GATT, soit les traités bilatéraux. Il y a aussi des défis domestiques. Au Canada, on a deux ministères, le ministère du patrimoine et le ministère de l'innovation, sciences et développement économique, qui ont une compétence partagée sur le droit d'auteur. Même si le ministère de l'Innovation a une compétence exclusive sur les brevets et les marques de commerce. Et donc, il y a tout le temps des questions de gestion domestique ainsi qu'à l'échelle internationale. Il y a des pratiques qui changent et donc on a des questions des e-contracts ou bien la technologie qui donne beaucoup plus de pouvoir aux créateurs pour gérer leurs propres œuvres. Comment gérer l'interaction entre un tel droit de contrat basé sur une technologie qui est en train de se développer avec les mécanismes traditionnels. Pensons à la gestion collective de droits d'auteur. Est-ce que les e-contracts vont faire en sorte que les sociétés de gestion collective vont disparaître? C'est une question à poser, surtout dans certains domaines où les auteurs sont en train de gérer leur propre droit d'auteur avec des contrats dans une façon efficace. Et une question supplémentaire, comment maintenir les équilibres de droit d'auteur dans l'espèce où le contrat est devenu le mécanisme primordial pour la gestion des droits d'auteur individuels. Donc, ce sont des questions à poser. Évidemment, il y a des questions tangentielles, donc la vie privée, changement dans la nature du système économique. On passe à une économie basée sur la surveillance et la collection des données personnelles. Évidemment, la propriété intellectuelle fait partie d'une web dans ce contexte. L'identité, la culture. Donc, ce sont des enjeux qui sont à côté de la propriété intellectuelle, des fois, je dirais, plus importants que la propriété intellectuelle, des questions identitaires ou la nature de l'économie, la nature de l'économie capitaliste où on vit. Et évidemment, l'échange, comment, dans un contexte où on a aussi le défi des changements climatiques, comment diriger la propriété intellectuelle pour qu'il puisse améliorer le défi qui est devant nous, c'est de protéger vraiment la planète. Donc, il y a des défis. Donc, mon discours ce matin, c'était plutôt la gestion des big ideas et pas les big ideas en soi. Je ne suis pas la source des big ideas, surtout dans la vie politique, mais plutôt comment les gérer. Et donc, merci et je suis disponible à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Très sympathique de vous avoir ce matin avec nous. Je vois qu'on a presque 70 participants à travers le monde, je pense quand même d'Italie. J'avais quelques questions. Une assez technique, l'autre très générale. Commençons par la plus technique.
La Cour suprême du Canada, et c'est un sujet de discussion que vous connaissez bien, a réitéré que le droit d'auteur est un droit des utilisateurs dans une cause récente que j'ai présentée à Strasbourg qui avait attrait aux questions de l'Université York et de la reproduction la gestion collective justement du droit de reproduction. Et de manière très générale, la Cour suprême a été encore plus tranchante pour indiquer clairement que en matière de droit d'auteur, la fonction générale, ou en tout cas une des fonctions les plus importantes, c'est la préservation du domaine public. Et donc, on a à côté de la législation, on a quand même une institution qui est la Cour suprême qui donne un élan assez puissant pour une reconnaissance finalement de la préservation des droits d'utilisateurs. Alors, ma question était, est-ce que vous sentez cet élan-là dans le cadre de vos réflexions, dans la gestion de ces grandes idées? Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte, que vous écoutez? Et comment, au jour le jour, comment on traite ce message qui est envoyé encore très fortement par la Cour suprême du Canada. Et quand on présente ce droit des utilisateurs en Europe, ça crée une certaine onde de choc parce que la Cour va très, très loin. Et ça, c'est la première question, très technique. Donc, mais la deuxième question, plus générale, c'est est-ce que vous voyez un avenir dans la collaboration entre les universités et les instances politiques? Alors, à McGill, on a lancé en 2015 le concours national des politiques en propriété intellectuelle avec le concours d'Héritage Canada et d'Innovation Canada qui nous encadre. Et donc, ça crée un lien direct entre les universités canadiennes et les acteurs, les analystes politiques. Est-ce que c'est un élan qu'il faut développer, ce rapport avec les universités, d'intégrer beaucoup plus tôt l'analyse politique, la question politique dans l'enseignement du droit et dans l'enseignement du droit de la propriété intellectuelle? Bon, merci, chers collègues, pour les questions. Évidemment, pour les droits d'utilisateurs. C'était quelque chose que je tenais à court avant mon entrée en politique. Évidemment, en tant que membre du gouvernement, je dois être ouvert aux positions, aux contre-courants aussi, pour qu'on puisse développer une politique équilibrée et qui tient compte vraiment de la preuve, des théories et de la preuve, justement pour trouver la meilleure moyenne d'encadrer une norme. Donc oui, on prend compte de ce que la Cour suprême nous a dit. On se rend compte aussi de notre contexte au Canada avec un système qui est évidemment influencé par la tradition anglo-américaine, où les Américains ont un encadrement des droits d'utilisateurs qui est encore plus fort qu'au Canada, tandis qu'en Europe, c'est un peu moins. Donc, on se trouve entre les deux et on a les influences aussi européennes au Canada. On pense aux droits moraux. Donc, il faut, en tant que législateur, je dois être ouvert, évidemment, aux arguments de chaque côté, mais c'est clair qu'une décision de la Cour suprême qui tranche clairement dans la direction de la protection du domaine public est quelque chose qu'il faut incorporer dans notre façon de voir le droit d'auteur. Et aussi les brevets et d'autres formes aussi, parce que un domaine public est important dans chaque catégorie de propriété intellectuelle. Oui, et oui, pour la collaboration, il faut trouver des moyens vraiment d'incorporer
les meilleures idées. Et c'est très, je crois, très utile. J'ai participé, comme tu sais, Pierre, de temps en autre dans ton programme. Mais c'est très important de incorporer aussi les étudiants dès le début pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de la politique publique dans la propriété intellectuelle ou dans n'importe quel domaine. Surtout, et je dirais surtout dans ce cas où les jeunes, je ne suis plus jeune, comme c'est bien évident, ou les personnes qui sont plus à l'aise avec certaines technologies, plus à l'aise avec certaines vagues dans la société, puissent donner des commentaires approfondis là-dessus. Des fois, vous êtes plus agile que moi avec un non-fungible token. Donc, ou avec le blockchain. Et donc, c'est très important d'incorporer les universités, les universitaires, les étudiants, les étudiantes, parce qu'ils sont sur la fin de pointe de ce qui se passe technologiquement et ils sont dans une position de mieux comprendre et mieux encadrer ce qu'on devrait faire comme réponse normative ou dans la gouvernance. Donc, bonne continuation, ce que vous êtes en train de faire. Je crois qu'il y a une question sur la boîte de dialogue. Alors, je vais la lire. Je ne sais pas si dans le thème de cette séance, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur la protection des indications géographiques au Canada suite au CETA. Que pensez-vous de l'évolution de la législation, notamment liée à l'adoption du CETA? Selon vous, est-ce une bonne occasion pour le Canada de commencer à faire valoriser ses produits par le prisme des indications géographiques? Donc, merci Gwendal pour la question. J'étais sur le dossier de CETA ma première année en 2015. J'étais le secrétaire parlementaire à la ministre du Commerce international à l'époque, Mme Chrystia Freeland. Et je suis allé en Wallonie justement pour essayer de convaincre les Wallons d'accepter CETA. Et c'était sur le point des indications géographiques à l'époque qu'ils avaient des hésitations. Les indications géographiques sont évidemment très importantes. C'est pour une économie. Évidemment, les pays comme l'Italie, comme la France, et je ne vais rien dire sur la Wallonie, mais qui sont très importants pour leur tradition économique, gastronomique, etc. Et donc très important, non seulement comme partie de leur économie, mais aussi comme partie de leur identité. Et donc, très, très important à protéger, mais il faut équilibrer aussi. Il y a des économies émergentes ou comment le dire, moins traditionnelles comme au Canada, mais il y a aussi des diasporas au Canada. Donc, moi, en tant qu'Italo-Canadienne, il y a certaines traditions qui ont été apportées par mes parents de l'Italie. Est-ce que c'est moins valable ici qu'en Italie? Est-ce qu'il y a une façon de distinguer ce qui se passe au Canada, mais qui pourrait décrire exactement encore le produit sans nuire l'identité ou l'achalandage qu'un produit italien pourrait avoir avec une indication comme DOP en Italie. Donc, oui, c'est très important pour le Canada. Et très important, évidemment, pour les autres pays. On a essayé dans le CETA de les équilibrer, mais je dois dire que je n'ai pas suivi le dossier plus que ça. Et donc, je ne peux pas donner une réponse plus précise.
j'étais optimiste à l'époque que CETA pourrait améliorer le sort de l'Europe et le Canada et que les indications géographiques étaient traitées d'une façon raisonnable dans les deux directions. Mais j'espère, mais comme j'ai dit, je n'ai pas suivi le dossier. Malheureusement, j'étais occupé dans d'autres domaines. Merci, Monsieur le ministre. Je vais prendre la main pour une autre question qui a été posée également dans le chat. Donc, une question de Bastien Savin, qui vous remercie évidemment pour votre intervention. Vous parliez de la défiance récente envers la propriété intellectuelle en lien avec la crise sanitaire et les licences d'office sur les vaccins. Pensez-vous, d'un point de vue des pouvoirs publics, que les droits de propriété intellectuelle sont encore aujourd'hui perçus comme un facteur encourageant l'innovation ou à l'inverse comme un frein potentiel? Donc, merci Bastien pour la question. J'ai dit publiquement à plusieurs reprises avant mon entrée en politique et je l'ai répété, si on suit la preuve, la propriété intellectuelle n'est pas le facteur le plus important pour favoriser l'innovation. C'est plutôt une récompense ex post facto et on aura des justifications dans la politique publique de justifier une telle récompense avec un brevet, avec le droit d'auteur, avec une marque de commerce. Donc, ça pourrait, c'est une question que j'espère que vous avez posée à Richard Gould, qui a fait des études là-dessus. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Le but, c'était de créer des vaccins pour sauver la vie des gens, pour revenir à une vie plus ou moins normale et à vraiment combattre un virus qu'on ne connaissait pas. On le connaît mieux maintenant, mais c'est encore en train d'évoluer. Donc, le facteur le plus important, vraiment, c'était de sauver les vies. Et dans l'innovation, dans mon expérience dans le secteur d'innovation, il y a plusieurs facteurs qui pourraient être très importants et plus importants du fait d'avoir un brevet à la fin. C'est la réputation, l'ego de quelqu'un qui voudrait créer quelque chose. C'est une situation économique, c'est une situation contextuelle, culturelle qui pousse quelqu'un vers l'innovation. Oui, les brevets sont importants à la fin pour une récompense et donc il faut en tenir compte. Il faut les encadrer, mais la question est beaucoup plus complexe et vous l'avez bien compris. Merci beaucoup. Alors, le temps passe et nous ne souhaitons pas vous retenir plus que de raison. Je souhaitais simplement vous poser une petite question. En France, on doit avouer quand même qu'il y a une forme de désintéressement pour la question de la propriété intellectuelle. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup d'indications géographiques, etc. Mais c'est vrai que la question de propriété intellectuelle n'est jamais au centre des débats. Et en fait, ma question s'oriente finalement en deux temps. Est-ce que la propriété intellectuelle, on a vraiment pleinement conscience au Canada de l'intérêt du sujet? Vous venez d'y répondre. Mais surtout, comment la politique propriété intellectuelle est orientée, conseillée? Est-ce que vous tournez vers les universitaires? Et ça rejoint la question de Pierre-Emmanuel précédemment. Ou est-ce que vous avez une forme de task force, une forme de conseil de propriété intellectuelle avec des experts, praticiens, universitaires sur la question, comme on pourrait avoir d'ailleurs, comme on a d'ailleurs en France, s'agissant de la propriété littéraire artistique? Voilà, comment s'organise un petit peu justement la réflexion autour de ces questions? Mais je crois que la réponse, on dit en anglais all of the above. Il faut absolument que les universités fassent leur travail. Donc, d'approfondir les connaissances, de réagir aux évolutions technologiques
et aussi dans les évolutions de la société, parce que le contexte est très important. Donc, très important d'avoir des think tanks comme le CP, comme le CIP, comme d'autres. Très, très important de faire ce que vous êtes en train de faire ce matin. Pour les élus, pour les gouvernements ou les autres organismes qui doivent prendre des décisions, il faut rester ouvert. Donc, évidemment, je dois collaborer avec les universités dans mon rôle, mais aussi je dois collaborer avec d'autres organismes, les think tanks privés, mais aussi avec les parties prenantes et dans une démocratie avec mes électeurs. Donc, je suis toujours ouvert. On passe beaucoup de temps justement à parler des idées, des solutions, des options avec les parties prenantes un peu partout et presque en tout temps. Et donc, je dis souvent en anglais que je ne suis jamais fermé à une bonne idée. Donc, I'm always open to a good idea. Mais il faut vraiment collaborer. Les pays qui sont en train, je crois, de mieux réussir dans un monde complexe sont les pays où les gouvernements travaillent avec l'industrie, travaillent avec les universités, justement pour trouver des solutions aux questions complexes, aux défis complexes, ce qu'on voit actuellement dans le monde. Merci beaucoup pour la réponse. Il est 15h31. Je vous propose de clore ce séminaire Big Ideas, Big Name in IP. Est-ce que Pierre-Emmanuel, tu souhaites dire un petit mot pour conclure? Un grand merci tout simplement à tous les collègues de la communauté de la propriété intellectuelle et aux étudiants. C'était un vrai plaisir, un honneur d'avoir notre ministre fédéral ici à titre d'expert. Et je lui envoie simplement une carte postale de Montréal pour lui dire qu'on le manque beaucoup à McGill, et en espérant de le voir bientôt sur petit écran ou en présence. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour ces Big Ideas in IP et à très bientôt pour un nouveau séminaire organisé, encore une fois, je l'espère, avec le concours de Pierre-Emmanuel Moïse. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. À très bientôt.